Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Il y a 25 ans, Michel Mayor et Didier Queloz annonçaient la découverte de la première exoplanète orbitant autour d'une étoile de la séquence principale. Un travail qui leur a valu un prix Nobel de physique délivré l'année dernière. Un quart de siècle plus tard, la recherche sur les exoplanètes a progressé de manière fulgurante. Plus de 4000 d'entre elles ont été confirmées par différentes méthodes. Petites ou immenses, orbitant près ou loin de leur étoile, les planètes de la Voie lactée montrent une diversité étonnante. Ce qui pose un certain nombre de questions. À quoi ressemble le système planétaire typique ? Quels types de planètes sont les plus fréquentes ou les plus rares ? Et où se placent les planètes de type terrestre dans ce classement ? Deux astronomes canadiens viennent de tenter de répondre à cette dernière question à travers une étude publiée dans la revue The Astronomical Journal. On estime qu'il existe à peu près 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Environ 7% d'entre elles sont semblables au Soleil, ce qui semble constituer une bonne base pour essayer d'estimer le nombre d'exotères. Il faut cependant définir assez précisément ce qu'on cherche. Pour les besoins de cette étude, les deux astronomes s'appuient sur des contraintes assez simples. Pour rentrer dans le classement, une planète doit donc orbiter une étoile de type G, être principalement rocheuse, avoir un diamètre compris entre 0,75 et 1,5 fois celui de la Terre, et orbiter entre 0,99 et 1,70 unités astronomiques de leur étoile. Cela est bien sûr loin d'être suffisant pour garantir qu'on a affaire à une jumelle de la Terre, mais il s'agit du type d'information qu'on est capable de glaner sur les exoplanètes déjà découvertes. Armés de cette définition, les deux astronomes ont fouillé les données du télescope spatial Kepler pour essayer d'évaluer la fréquence type de ces planètes. Kepler est soumis à ses propres biais d'observation. Il lui est plus difficile de détecter des exoplanètes petites et orbitant loin de leur étoile. Si Kepler observait notre propre système depuis un endroit éloigné, il détecterait peut-être Vénus ou Jupiter, mais il aurait de fortes chances de passer à côté de la majorité des 8 planètes. Il a donc fallu modéliser à quoi ressemblent les systèmes réels par rapport aux détections faites par le télescope, ce qui a alors permis de faire une estimation du nombre d'exotères dans l'échantillon de systèmes planétaires où Kepler a fait des détections. Arrivés au bout de leurs calculs, les auteurs de l'étude estiment qu'il y a au maximum une exotère pour 5 étoiles de type G. Appliqué à l'ensemble de la Voie lactée, cela nous amènerait à 6 milliards de planètes de type terrestre. Il s'agit d'une limite supérieure, basée sur une simulation dont on ignore la justesse. Cela permet tout de même de se rendre compte du gigantisme de notre galaxie et de ses implications dans la recherche d'exoplanètes. Ces exotères, il faut maintenant les trouver. Les missions TESS et Khéops ont repris le flambeau de Kepler en 2018 et 2019. Les découvertes qu'elles seront capables de produire permettront d'affiner l'estimation qu'on a discutée aujourd'hui. Avec d'autres observatoires plus performants, il sera aussi possible de contraindre plus précisément la définition d'une exotère. Par exemple, en y ajoutant l'obligation de posséder une atmosphère, voire que celle-ci contienne certains éléments chimiques. Il faudra encore du temps pour en arriver là, mais peu à peu, l'humanité est en train de se faire une idée de plus en plus précise de ce à quoi ressemble son voisinage. On part maintenant du côté de notre satellite pour discuter de la LOPG, la station en orbite lunaire que la NASA prévoit d'assembler. Pour le moment, il s'agit d'un projet assez minimaliste quand on le compare par exemple à l'ISS ou à la future station spatiale chinoise. La LOPG est avant tout pensée pour supporter le retour des vols habités vers la Lune. Elle accueillera au moins 2 modules, un module de propulsion et d'alimentation électrique, dont la construction a été confiée à Maxar, et un module pressurisé qui va être développé par Northrop Grumman. La station devrait par la suite grandir, notamment par le biais de collaborations internationales. Le Japon et l'Europe vont apporter leur pierre à l'édifice. Et la semaine dernière, c'est le Canada qui a concrétisé sa participation.
L'Agence spatiale canadienne a participé au programme des navettes spatiales et à la Station spatiale internationale par le biais de gigantesques bras manipulateurs robotisés, les Canadarm ainsi que leurs dérivés dextres plus petits et agiles. C'est donc tout naturellement que l'organisation vient d'attribuer le contrat de construction du bras Canadarm3 à l'entreprise MDA. La nouvelle version du bras manipulateur devrait donc être intégrée à la station lunaire vers le milieu des années 2020, sans que le planning soit encore complètement arrêté. Il devrait être constitué de 2 parties, un bras principal de 8,50 m de long et un second plus petit et plus agile. À leurs extrémités, ils disposeront de toute une série d'outils qui leur permettront d'effectuer diverses opérations d'inspection ou de manutention. L'Agence spatiale canadienne souhaite recourir à l'intelligence artificielle pour leur donner une certaine autonomie. Ils pourraient par exemple être utilisés pour mener des expériences en l'absence d'un équipage à bord de la station. Le pays a décidé d'allouer 2 milliards de dollars canadiens pour supporter les initiatives lunaires au cours des 24 prochaines années. Le Canadarm3 devrait mobiliser une grande partie de ces fonds. On peut tout de même s'attendre à d'autres initiatives lunaires au cours de ce laps de temps. Le Canadarm3 ne sera probablement pas déployé avant Artemis 3, la première mission habitée vers la surface de notre satellite depuis Apollo 17. Au début du programme, les nouveaux explorateurs devront se débrouiller avec des infrastructures minimales. Pas de LOPG, pas d'habitat de surface et pas de rover. La NASA leur prévoit tout de même un planning chargé. Artemis 3 devrait ainsi passer 6 jours et demi à la surface de la Lune, soit 2 fois plus longtemps que la plus longue des missions Apollo. Au cours de ce laps de temps, 4 sorties extravéhiculaires devraient être effectuées. Elles pourraient durer jusqu'à 6 heures chacune. L'agence spatiale américaine semble confiante dans les progrès effectués sur ces nouvelles combinaisons. Elle estime ainsi que les astronautes du programme Artemis pourraient se déplacer sur 16 km lors de chaque sortie. Un gain considérable par rapport à la mobilité permise par les combinaisons des années 60 et 70. Lors de leur sortie, Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'avaient couvert qu'1 kilomètre en 2h30. Cette mobilité accrue permettrait d'explorer au mieux la très intéressante région du pôle sud lunaire, qui abrite de la glace d'eau et des pics de lumière éternels. Il faudra tout de même se méfier des très basses températures. Les équipages devront certainement laisser l'exploration des cratères aux robots. L'agence spatiale américaine prévoit par la suite de développer d'autres moyens de locomotion et d'améliorer ses combinaisons, ce qui devrait permettre aux missions suivantes d'être encore plus mobiles. Allez, puisqu'on parle de contrats et de stations spatiales, on va aussi citer Thales Alenia Space, qui vient de recevoir l'autorisation de démarrer la construction de 2 modules pressurisés. Ces derniers sont destinés à Axiom Space, qui va les utiliser pour mettre au point la première station spatiale privée au monde. Fort de son expérience sur certains modules de l'ISS, Thales Alenia Space va fournir la structure principale et le système de protection contre les micrométéorites et les débris orbitaux. Les 2 modules sont un nœud de jonction et un module d'habitation. Dans un premier temps, Axiom Space les rattachera à la Station spatiale internationale, ce qui permettra d'offrir des séjours commerciaux en orbite basse. Une fois que l'ISS sera arrivé au bout de sa mission, tous les modules appartenant à Axiom seront détachés pour former une station indépendante et entièrement privée. D'autres modules devraient venir la compléter, peut-être une chance supplémentaire de remporter des contrats pour la co-entreprise franco-italienne. En Chine, c'est la constellation de positionnement par satellite Beidou qui vient d'arriver au bout de son déploiement. Une longue marche 3B a été tirée le 22 juin avec le dernier membre de la famille à bord. La constellation comporte maintenant 33 satellites, 27 en orbite moyenne, 5 en orbite géostationnaire et 3 en orbite géosynchrone. Beidou offre une couverture mondiale pour les usages civils et devrait servir de véritable tremplin pour le soft power chinois. Toujours côté constellation, on commence à en apprendre plus sur les repreneurs potentiels de OneWeb. La société d'internet par satellite a fait faillite en mars dernier. Alors qu'elle a déjà 74 satellites en orbite, des lignes de production pour en fabriquer des centaines d'autres, des contrats de lancement avec Arianespace et des fréquences allouées à ces activités. Tout ce qu'il manque, c'est un gros chèque pour aller au bout du projet. Ce dernier pourrait venir du Royaume-Uni. Un consortium public-privé britannique semble ainsi prêt à racheter les activités de l'entreprise. Boris Johnson, Premier ministre du pays, a annoncé que son gouvernement était prêt à injecter 1 demi-milliard de livres d'argent public pour soutenir la proposition.
Si celle-ci est acceptée, l'État britannique se retrouverait donc avec une participation d'une vingtaine de pourcents dans l'aventure. Une manière de rebondir après la sortie forcée de Galileo entraînée par le Brexit. Il serait même question de retravailler la charge utile de certains satellites OneWeb pour les adjoindre d'un système de navigation. On demande à voir. Les Anglais ne sont apparemment pas les seuls en piste. D'autres propositions, notamment chinoises et françaises, seraient aussi à l'étude. On ne connaît cependant pas encore les détails de celle-ci. Si le Royaume-Uni parvient à aller au bout de son projet, une véritable pléthore de constellations de navigation par satellite seront en compétition. Le GPS, Beidou, GLONASS, Galileo et OneWeb revisités. Plus aucune raison de se perdre. Nous voici en tout cas au bout de cet épisode de DNDE. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou pour écouter nos podcasts exclusifs. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi à 18h pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.